Alors les beurs, arrêtez d'ouvrir vos grandes gueules parce que vous ne connaissez pas l'Algérie. Bien sûr que je suis français, bien sûr que je me sens patriote, bien sûr que je me sens concerné par la... Bon, maintenant passons à l'aspect politique de la question. Il y a eu de la casse, il y a beaucoup de casse. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas d'acquis. Parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette présente et nouvelle vidéo qui s'intitule « Le silence des vautours ». Le silence des vautours, à ne pas confondre avec le film « Le silence des agneaux ». Par ailleurs, un très bon film. Alors, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Le silence des vautours. Ah, c'est comme un titre de film. C'est un titre de film. C'est comme un titre de film puisque on savait que la vie était comme un film, que les gens se comportaient comme des acteurs, comme des actrices, qu'en fait tout cela était que du cinéma, même s'il y a des acteurs parfois plus chevronnés que d'autres. Mais là, véritablement depuis la création du net et en particulier de Facebook, des réseaux sociaux, on appelle ça des réseaux sociaux, on a malheureusement une explosion de toutes choses. Alors dans cette explosion, il y a du bon, du moins bon, du très bon, rarement du très bon, malheureusement. Et malheureusement, souvent du très très mauvais. Néanmoins, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, lorsque j'avais repris les propos d'un prédicateur, Younous, je ne sais pas comment, lequel nous expliquait lors d'une de ses conférences, ils appellent ça des conférences, ils osent appeler ça des conférences, dans une mosquée dans laquelle il invitait les musulmans et les musulmanes à arrêter de regarder les vidéos, que ça servait absolument à rien du tout, qu'il fallait venir à la mosquée, qu'il fallait toucher les gens. J'avais expliqué dans cette vidéo que non, pas du tout. Bien au contraire, les gens trouveront plus de vérité sur le net, à travers entre autres Facebook, avec malheureusement tout ce qu'il y a comme négatif, malheureusement, qui ne trouveront de vérité dans les mosquées de la République, au même titre qui trouveront plus de vérité sur le net qu'à la télévision dans les informations. Pour la simple et bonne raison, et logique, évidente, pertinente, que au même titre que la télévision est sous contrôle, le CSA, etc., qui appartient à la chaîne, qui finance quoi, etc. Chose que tout le monde a pris conscience depuis déjà très longtemps. Les mosquées, c'est exactement la même chose. Après les accusations de Nicolas Sarkozy, pour qui l'Union des organisations islamiques de France défendrait un islam
trop radicale. Par le passé pourtant, le même Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'appuyait sur l'UOIF pour fédérer l'islam de France. Mais les amis d'hier sont aujourd'hui sous très haute surveillance. C'est malheureusement exactement les mêmes choses. On assiste. Les mosquées, encore une fois, c'est toujours le même, le même cheminement dans la réflexion. La mosquée, elle est abritée sur quel territoire? Prenez votre temps, monsieur le maire. C'est important, ça. Elle est abritée sur un territoire, lequel est régi par des lois. Cette mosquée ne doit pas être en contradiction avec ces lois. Or, ces lois sont en contradiction avec le Coran. Néanmoins, comme ce gouvernement est un gouvernement, c'est un État, c'est un gouvernement bien réel, contrairement au gouvernement musulmans, qui sont démunis encore une fois de toute réalité, tout simplement. Alors c'est le gouvernement qui décide, qui impose, et non pas les textes. Par conséquent, la mosquée va se soumettre à ce dit gouvernement, en l'occurrence le gouvernement français, et ça c'est aussi logique. C'est aussi logique. On est chez eux, entre guillemets, on est chez eux. Et de toute façon, ils le font de façon tout à fait dans la joie et la bonne humeur. Et donc, ces mosquées sont sous contrôle de ce gouvernement, lequel est en contradiction avec les textes. Néanmoins, c'est lui qui va imposer entre guillemets, sa musique, son refrain, son orientation, ce qui est normal, ce qui est logique. À côté de cela, nous savons que ces mosquées-là sont gérées, comme on a pu le voir et le revoir, et comme on l'a vu très récemment, avec les événements malheureux qui se passent en Palestine, notamment la mosquée d'Ivry, par un certain nombre de gens qui sont vendus. Sinon, ils n'occuperaient pas ce poste-là, bien évidemment, puisque il y a des choses qu'on peut, en tant que musulman, qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on peut tolérer, il y a des choses qu'on peut refuser, et il y a des choses qu'on peut catégoriquement refuser. Et parmi les choses qu'on doit, et non pas qu'on peut, qu'on doit catégoriquement refuser, c'est le fait d'accepter une des stipulations, une des clauses dans son job, qui précise clairement, sans absolument aucune autre possibilité quelconque, tout simplement de fermer sa gueule, de distraire les musulmans, de ne pas faire de la politique, à part que lorsque ça va dans leur intérêt. On l'a vu, à de multiples reprises pour la question du vote, pour la question des moines en Algérie qu'on avait prétendu qu'ils avaient été kidnappés par le GIA et qu'ils avaient été tués par le GIA. Il s'avère que vraisemblablement l'enquête tendait, à défaut d'avoir démontré que c'était les services secrets algériens. On se souvient que toutes les mosquées avaient lancé un appel suite à une demande de la mosquée principale de Paris, donc avait lancé un appel national aux imams pour qu'ils dénoncent ce kidnapping, alors qu'ils étaient censés ne pas faire de politique. Émotion et consternation à la mosquée de Paris. En ce jour de prière du vendredi, les musulmans ont été nombreux à condamner l'assassinat des 7 moines trappistes français en Algérie. C'est un acte criminel qui tout le peuple algérien, il n'est pas d'accord avec ça. Oui, mais l'assassinat en Algérie, c'est pas juste. Les dieux, ils veulent pas ça. Une condamnation reprise par Dalil Boubaker. Toutefois, le recteur de la mosquée de Paris refuse que cette violence soit globalisée à tous les musulmans. Tout ce que nous craignons, bien entendu, c'est un petit peu de mettre tous les musulmans dans une vision globalisante de la violence. Et ça, nous le refusons. Nous disons, mais non, nous sommes, notre culte, nos religieux, nous aussi, nous avons eu des religieux assassinés en grand nombre en Algérie.
qui sont aussi des serviteurs de Dieu et donc des responsables religieux musulmans. Et donc cette violence aveugle vis-à-vis de tous les religieux nous laisse véritablement dans le désarroi et dans l'affliction. Pour le vote, ils font de la politique. Donc lorsque ça va dans l'intérêt des koufars, mais ils font de la politique. Et lorsque ça va dans l'intérêt des musulmans, donc Palestine, il ne faut pas faire de politique dans la mosquée. C'est même écrit à l'entrée de certaines mosquées. Ils mettent un écriteau, notamment la mosquée de Tanger, je ne sais pas comment s'appelle cette mosquée, où il est écrit à l'entrée, on ne fait pas de politique dans la mosquée. Donc c'est très clair. Donc voilà, sans compter qu'on sait que les imams sont dépêchés par les différents gouvernements marocains, algériens, etc. Ce sont des fonctionnaires de ces gouvernements, lesquels ne sont pas des gouvernements, comme j'apprends à la personne islamique, qu'on les tient par le biais des cartes de séjour. Enfin, voilà, bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a des livres qui ont été écrits, donc on le sait. Donc par conséquent, pour revenir au sujet, cette situation n'existe pas sur le net. Les gens sont libres sur le net. Et donc même si c'est juste une simple personne, elle est libre. En général, ce sont des gens qui sont libres. Donc aussi bien de dire des conneries que de dire des vérités. Ils ne sont pas tenus par une autorité au-dessus d'eux. Donc c'est pour ça qu'en dépit de toutes les conneries qu'on va entendre sur le net, les musulmans trouveront plus de vérité sur le net que dans les mosquées de la République, dans les conférenciers que l'on connaît, auprès des conférenciers qu'on connaît, etc. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors moi, je suis plutôt preneur, si je dois me prendre des calomnies, des insultes, etc. Mais si cela, à côté de ça, profite à l'islam par le fait qu'un message en parallèle est diffusé, moi ça ne me dérange pas de prendre des coups bas, ça ne me dérange pas de prendre des insultes, si ça, à côté de ça, ça profite un petit peu à l'islam. A contrario, ne pas prendre d'insultes, ne pas prendre de coups bas et que ça ne profite pas du tout à l'islam, franchement je ne vois pas du tout l'intérêt. Si il faut subir, on subira, mais que ça profite à l'islam. Voilà, il faut que ce soit proportionnel. Proportionnel, c'est pas 50-50. S'il y a 90% d'insultes et de coups bas et 10% que ça profite à l'islam, je signe de des mains. Parce qu'au fur et à mesure avec le temps, ça réveille les gens, 10%, année après année, ça fait beaucoup de pourcents, ça fait beaucoup de pourcentages, ça fait beaucoup de choses qui sont dites, ça fait beaucoup de choses qui peuvent être faites, etc. À l'opposé, il n'y a rien qui est fait. À l'opposé, tout est verrouillé. C'est un système qui est complètement verrouillé, et moi je comprends, en tant que personne réaliste, je le comprends parfaitement. Je veux dire, il est normal que les gouvernements de musulmans se protègent d'une potentielle menace. Voilà, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Ils ne vont pas donner, comme on dit, le bâton à autrui pour se rebattre. Ils ne vont pas laisser des prêcheurs intègres venir prêcher. Je veux dire, ce serait un suicide. Ça serait un suicide. Donc voilà. Il y a des fois des dérapages, et lorsqu'il y a des dérapages, on sait qu'ils sont immédiatement expulsés, etc. Donc voilà, pour faire une brève parenthèse. Donc là, il s'agit de le silence des vautours. Mais excuse, hein, mais mentir, c'est pas bien. Alors, le silence des vautours, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une réalité qui est extrêmement... pas dramatique, parce qu'en fait, il faut percevoir les choses avec un regard d'adulte, en fait. C'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Faut me dire des trucs sympas, que je suis beau, tout ça, des trucs gentils sur mon plumage, mon ramage, enfin tout team, tu piges. Un regard d'adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit plus s'étonner aujourd'hui que des gens qui se posent comme des gens honnêtes, intègres, etc., se comportent comme des voyous, comme des crapules. Ah, la truffe. Ah, je me suis encore fait avoir. Je veux dire, si on a ce jugement, c'est qu'on donne crédit à ces gens-là. Or, ces gens, en réalité, n'existent pas. Je veux dire, ils sont là par le fait du prince, ils sont là par le fait de... Je salue sa main napoléonienne, sa main de maître, qui a réussi à unir les musulmans dans leur richesse et dans leur diversité. Voilà. Donc, il ne faut plus s'étonner du comportement des gens qui ne respectent plus rien et qui trahissent et qui mentent. Il ne faut plus s'étonner. C'est normal. C'est normal. C'est comme ce qu'on dit, ce qui peut se faire aujourd'hui dans les mosquées.
dans les mosquées de la République. Ben, ce qui se fait aujourd'hui dans les mosquées de la République, on fait dans les mosquées de la République ce qu'on peut faire dans une mosquée de la République. Je veux dire, il n'y a pas à s'étonner. Une mosquée de la sédition pour des gens de la sédition. S'il existait des gens... Je veux dire, on a l'image de la société a des crimes qu'elle mérite. On a l'image de son gouvernement, on a l'image de son maître, on a l'image de son autorité. Voilà, donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc là-dessus, il faut vraiment plus s'étonner. Donc la question du silence des vautours, c'est que on constate tous fort bien que ce soit Tariq Ramadan, Nader, Rachid et Hassan et Bejrafid et maintenant le libre penseur Salim Lelbi, ils ont tous la même stratégie, à savoir taper dans le dos, faire des coups bas, donner des coups bas, et ne jamais accepter l'affrontement. Jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est... je veux dire, comment des gens qui les écoutent, qui leur accordent même un peu de crédit, ils peuvent l'accepter. Je veux dire, c'est quand même extrêmement révélateur que quelqu'un qui s'oppose comme un prédicateur, quelqu'un qui s'oppose comme quelqu'un de moral, quelqu'un qui dénonce cette injustice, comme le fait Saïd Meibi, la franc-maçonnerie, les Illuminati, les sionistes, etc. Donc tout ce monde-là, les justiciers, ont un comportement, en tout cas, moral, comme j'ai déjà dit, qui ferait vomir un cochon. Mais et les gens qui sont autour d'eux acceptent. Ils voient leur prédicateur chouchou être, je veux dire, littéralement explosé par un autre prédicateur, et avec des éléments quand même, on va dire, probants. Le prédicateur n'a aucune réaction, et les gens qui écoutent cela, c'est quand même incroyable. Ça les offusque pas. C'est normal. C'est normal qu'on parle dans le dos. C'est normal qu'on ne réponde pas. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je ne sais pas. C'est devenu normal. C'est fort quand même. C'est quand même fort. Alors qu'on a tous très bien compris que, évidemment, qu'ils fuyaient. Voilà, c'est comme quand j'étais plus jeune, quand des fois, il y avait des copains qui venaient essayer voilà, qui venaient chez moi, qui montaient chez mes parents pour que je sorte avec eux, etc., pour qu'on aille se balader, qu'on aille au cinéma, etc., je disais à mon frère ou à ma sœur, dis-lui que je suis pas là. On est c'est quand même marrant, parce qu'on est exactement dans la même situation. En fait, c'est dis-lui que je suis pas là. Il se cache. Voilà, il y a quelqu'un qui tape à la porte, toc toc toc, voilà, bonjour, on dit que ceci, on dit que cela, voilà, vous avez dit telle chose, il y a quelqu'un qui dit... Il se cache, dis-lui que je suis pas là. Voilà, ils répondent pas, ils se cachent. Ils font comme s'ils n'étaient pas là. C'est fort, vraiment, c'est fort. Et c'est fort par rapport aux gens qui écoutent, ces gens-là. Enfin, même pas qu'ils écoutent. Je veux dire, moi, je me sentirais humilié que d'être assis à écouter quelqu'un qui en prend plein sa tête toute la journée, et en plus avec des éléments probants, et qui fait mine... Enfin, je veux dire, c'est honteux, c'est pas... Je veux dire, il faut être un minimum un homme, un peu de décence, quand même, un peu de tenue, quand même. On peut pas avoir ce comportement, et puis après parler des sionistes, enfin, je veux dire... On passe son temps à critiquer les juifs, à critiquer les sionistes, à critiquer... voilà, ils portent des couches culottes, ils portent... Enfin, je sais pas quoi. Il faut un temps soit peu être cohérent, un temps soit peu être cohérent, mais bon. Encore une fois, vous savez, frères et sœurs, il y a une chose qui est évidente. Comment fonctionnent ces gens-là ? Leur fonctionnement est très simple. Ils ne sont pas là pour mener un combat
qui a une chance sur 100 milliards, 100 000 milliards d'aboutir avec cette intention-là. Parce que s'ils avaient cette intention-là, bien évidemment, ils auraient un peu plus de cohérence. Ils sont là, ces gens-là. À partir du moment où ils ont leur fan club, qui leur permet leur subsistance, qui leur permet de flatter leur ego, c'est-à-dire lorsque je fais une conférence, la salle est plus ou moins pleine. Lorsque je fais une vidéo, j'ai assez de vues. Pour d'autres, je suis invité dans les plateaux de télévision, même s'ils n'ont aucune crédibilité. Même s'ils ont été... enfin, tout ce qu'on voudra comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, hein, pour faire court. Il est remis en question, il a été dévoilé, redévoilé, redévoilé, redévoilé. Il est toujours là. Il est toujours là, pourquoi? Non pas parce qu'il est crédible. Il est toujours là parce que on lui permet d'être là. Et lui, ce qui compte pour lui, c'est d'être là pour être là. C'est d'être là pour avoir son chèque, c'est d'être là pour être là. C'est exactement la même chose chez eux. Ils ne sont pas là pour, justement, prouver qu'ils sont sur le bon chemin, prouver qu'ils sont là pour mener un combat avec tous les musulmans et les musulmanes, prouver qu'ils n'ont rien à cacher, prouver qu'ils sont à la recherche de la vérité. C'est pour ça qu'ils acceptent les contradicteurs, etc. Ils sont là uniquement pour leur business. À partir du moment où ils ont ce minimum de potentiel médiatique, humain, de clics, c'est beau. Si ces gens-là croient en eux, pour eux, ça leur suffit. Parce que ça flatte, dans un premier temps, leur ego. Ça flatte leur ego. Dans un deuxième temps, ça les fait vivre. Donc, ça suffit. La personne n'est pas là pour mener un combat, elle n'est pas là pour ça. Parce que si elle avait cette intention-là, elle sait qu'avec ça, elle ira nulle part. Elle le sait qu'avec ça, elle ira nulle part. Parce qu'elle sait qu'elle est fortement contredite par... Elle sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas suivre, qui ne sont pas d'accord. Et par conséquent, il ne pourra pas aller au-delà. Il va être limité, obligatoirement. Obligatoirement. C'est comme un homme politique qui sait qu'il ne sera pas réélu, compte tenu de tout ce qu'il a fait. Sachant qu'il ne sera pas réélu, ou qu'il n'a pas envie d'être réélu, ben il va se mettre au point mort, et puis il va laisser... ça va rouler. Voilà. Mais quelqu'un qui veut vraiment aboutir, il a le souci de tout ça. Et le souci de tout ça se traduit par la transparence. Par la transparence. Il faut être transparent. Ils sont tous sauf transparents. Je veux dire, on a eu une démonstration, systématiquement, les gens ils sont bloqués. Systématiquement. Systématiquement. Frère, pas frère, comme beaucoup font. Comme Abou Rayyan l'a fait, comme beaucoup font, systématiquement. Parce que c'est les gens qui viennent, qui sont bloqués, leur apportent la contradiction. Et c'est des gens très polis. C'est des gens très polis qui voilà. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre la contradiction. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas entendre l'opposition. Ils laissent les messages, des gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, c'est vrai, c'est un con. Et, oui, c'est vrai. » Voilà. Il n'y a pas de problème. La personne qui vient lui dire « Non, mais attends, bloqué. » Systématiquement. Parce que c'est ça leur truc. C'est du business. Voilà, c'est du business. C'est pas de din, c'est pas de la morale, c'est pas de la justice, c'est pas c'est du business. Voilà. Donc on a compris on a le portrait de on a compris leur philosophie, qui est le point commun de ces gens-là. On a compris leur philosophie. Elle est très simple. Elle est très simple. Comme la philosophie des autres. Enfin bref, on ne va pas s'étaler là-dessus parce qu'on en aura. Donc le silence des vautours. Alors de quoi il s'agit, frères et sœurs? La première des choses que j'aimerais dire aux libres penseurs, et à titre particulièrement personnel, c'est de mettre un terme à ces insultes. Il est une caractéristique du libre penseur comme de son ami Soral, c'est qu'ils insultent sans absolument aucune retenue, aucune, et pour aucune raison. Parce qu'on ne peut pas justifier l'insulte. On ne peut pas justifier l'insulte. Publiquement, ils insultent les hommes, les femmes, des peuples entiers, comme très récemment Salim Leibi l'a fait en insultant le peuple algérien
intégralement. Alors les beurs, arrêtez d'ouvrir vos grandes gueules parce que vous ne connaissez pas l'Algérie. Et les Algériens, entre nous, fermez vos grandes gueules parce que on connaît le manège. On sait ce qui se passe en Algérie. La corruption, la prostitution, l'alcool, la drogue, les meurtres, la dernière élection présidentielle catastrophique. Je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et qu'on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Donc la première des choses que j'ai à dire, en dehors de la calomnie, en dehors de la manipulation, etc., ça, à la limite, bon, je ne veux pas lui enlever le pain de la bouche. Je ne veux pas lui enlever le pain de la bouche. Il en a besoin pour manger. Bon. Mais insulter les gens comme ça systématiquement, comme le fait son copain Soral, parce que les gens ne sont pas d'accord, parce que les gens leur apportent la contradiction, insulter les hommes, peu importe leur âge, les femmes, peu importe leur âge, tout le monde, les insulter de, je veux dire, il y a que des, je veux dire, il n'y a pas une vidéo où vous n'avez pas, vous avez pas une explosion d'insultes, vous avez pas, voilà, ça n'arrête pas. Ça c'est la première des choses à dire. Et personnellement, je suis quelqu'un qui a autre chose à faire que d'ouvrir un nouveau front avec ce genre d'individus. Mais il y a d'autres personnes qui sont tout à fait prêtes à ouvrir le front. Et ces personnes-là ne sont pas des gens de la même catégorie, aussi diplomates que Zemmour, etc., etc. Donc, que les choses soient parfaitement claires. On ne peut pas insulter les gens pour rien et ne pas s'attendre à une réaction de la même, de la même rubrique, de la même nature. Donc pour quelqu'un qui se pose comme un intello, qui se pose pour un docteur, qui se pose pour je crois, et à un moment donné, ça suffit. Donc les insultes, il va falloir à un moment donné, voilà, je suis très clair là-dessus. Alors, l'histoire se compose comment? L'histoire se compose que j'ai réalisé une première vidéo suite à un lien qu'un frère m'a envoyé, dans lequel j'étais étonné d'entendre Salim Leibi dire qu'il était patriote français et qu'il était prêt à mourir pour la France. Bien sûr que je suis français, bien sûr que je me sens patriote, bien sûr que je me sens concerné par l'avenir de ce pays, et bien sûr qu'on prendra les armes s'il y a une nation qui viendrait, qui s'autoriserait, qui se permettrait comme ça un jour de venir nous envahir. Si elle était attaquée. Suite à quoi je vais poser deux questions poliment. Si demain la France était attaquée par des musulmans, est-ce qu'il tuerait des musulmans? Et une autre question, etc. Il a jugé pas nécessaire, il a jugé, voilà, il a préféré, pour X ou Y raison, peu importe sa raison, c'est dans sa tête, ça ne m'intéresse pas, de ne pas répondre. Très bien. Et donc il n'a pas répondu. On a eu une apparition d'une personne sur ma page qui est venue essayer de justifier avec, bon bref, je lui ai proposé un débat, il a disparu. Le temps passant, j'ai réalisé une deuxième vidéo le concernant, sur des propos qu'il avait tenus sur les Algériens, où il avait insulté les Algériens. Dans cette vidéo-là, qui est toujours présente d'ailleurs comme les deux autres, enfin les deux premières, je lui ai parlé, en dépit des insultes, je lui ai parlé poliment. Je ne l'ai pas calomnié, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas menacé, enfin bref, la vidéo est encore présente, très bien. À cette vidéo, il a jugé ne pas répondre. Hein, il n'y a pas de Fennec en Algérie, vous pouvez vivre 10 milliards d'années, vous ne trouverez pas de Fennec, bon, etc. Bon, probablement que... J'ai fait une troisième vidéo, qui est la dernière, dans laquelle il attribuait à l'islam des choses qui étaient mensongères. À ce titre, et en tant que musulman, il m'a demandé, comme cela demande à tous les musulmans, de défendre sa religion.
il a fait des tafsirs de versets, une contrainte aux religions et aussi lakum dinukum waliya din, des tafsirs, bon, on connaît Tabari, on connaît Ibn Kathir, on connaît Nisa'i, voilà, c'est pas ce qu'il manque des tafsirs, mais il y a, à l'écoute de ces interprétations du Coran, le tafsir Ibn Soral. Ibn Soral. Un tafsir soralien. Il est bien évident que l'interprétation des versets qu'il a réalisés, qu'il nous a concoctés, un, n'était en rien vrai, je l'ai démontré, et deux, c'était en contradiction avec ce qui était dans les textes. À ce titre, je l'ai corrigé poliment, en lui demandant d'aller vérifier, etc., etc. Un tafsir soralien, dans la mesure où on a tous compris que compte tenu de sa position, tant politique, tant avec sa lien avec Soral, etc., etc., il est bien évident qu'il est face à, en quelque sorte, un ultimatum. Puisque d'un côté, ou bien il accepte l'islam et, entre autres, le verset de la contrainte, le verset par rapport à Al-Kitab, Jizya, etc., et dans ces cas-là, s'il est sincère, ben ses rapports avec son copain Soral, à moins que Soral se convertisse, c'est ce que je lui souhaite, c'est tout bien que je lui souhaite, ça n'ira pas. Ou bien il falsifie les textes. Il les falsifie. Il les falsifie peut-être pas volontairement dans l'intention de les falsifier, il les falsifie par le fait qu'il dit ce qu'il a envie de dire, ce qui lui plaît, il suit ses passions. Bon. Chose que rien de nouveau sous le soleil républicain français, puisque Tariq Ramadan l'a fait, puisque Hassan Hussein l'a fait, puisque Rachid Abou Daïfa l'a fait, puisque Nader Abou Anas l'a fait, puisque Bachar Hafid l'a fait, ils le font tous. Donc, à plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas imam, qui n'est pas prédicateur, pourquoi pas? Mais là, il faut être clair. Mais on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et après, se plaindre qu'on vient être corrigé. Donc il nous a fait, il a fait dire au livre de Dieu, c'est quand même pas rien, au Coran et au prophète Mohammed des choses qui étaient complètement mensongères. Et puis, bon, il a soulevé des contradictions, qui lui sont des contradictions qui n'étaient pas, etc., etc. Bon, très bien. Ben là, il a réagi. Il a réagi, mais il n'a toujours pas répondu. Il n'a toujours pas répondu. Il a réagi, mais il n'a pas répondu. Nous, ce qu'on attendait, c'était une réponse et non pas une réaction. Et là, on a eu une réaction et non pas une réponse. Très bien. Alors, dans sa réaction, c'est quoi sa réaction? Sa réaction, c'était de prendre un article du journal Le Monde, de m'insulter d'un certain nombre de qualificatifs, et de prendre le journal Le Monde pour dire que c'était quelqu'un de malhonnête. Je pense qu'il aurait dû continuer dans ce qu'il a fait, c'est-à-dire faire l'autruche, comme fait Tariq Ramadan, comme le font les autres. Quand on n'a rien, c'est un peu risqué de s'aventurer. Alors, les Juifs, pour discréditer toutes les personnes qui sont contre l'État d'Israël, etc., c'est antisémite. Les néo-sunnites, particulièrement les wahhabites, pour discréditer quelqu'un qui va à l'encontre de leur vision de la religion, c'est chiite. Et la dernière catégorie d'énergumènes, c'est quelqu'un de malhonnête. On reprend les articles du quotidien Le Monde et de la presse. Voilà, donc chacun a sa façon de faire. Alors, il aurait mieux fait de faire comme ont fait les autres. Bon. Il a été visiblement très bousculé, ce qui l'a conduit à réagir de cette façon. N'oublions pas qu'avant lui, il y a eu Mehdi ibn Salah qui a fait la même chose. Lorsque je lui parlais poliment et que je l'ai appelé frère, il m'a lancé les casseroles à la gueule. Directement, il a fait une vidéo en m'insultant, photo bien choisie, prédicateur, machin, etc. Il est parti dans un délire total. Et il a repris l'article Journal Le Monde
en le mettant sur son site. Après quoi, j'ai pris un avocat, j'ai pris un huissier pour faire constater les faits, et il s'avère que l'article, il était obligé de le retirer, puisqu'un article diffamatoire. La plainte est en cours, malheureusement on est dans le cadre du délit de presse, qui est une chose assez complexe. Donc, mais il a retiré l'article, ce qui prouve très clairement que lorsqu'on retire un article, c'est qu'on est contraint de le retirer, cet article. Et la seule chose qui a pu le contraindre de retirer l'article, ce n'est pas sa morale, bien évidemment, j'espère que tout le monde l'a bien compris, c'est simplement que l'article est diffamatoire. Et donc il n'a pas le choix que de le retirer. Si c'était la vérité, moi demain je mets un article sur ma page Facebook, c'est la vérité, tu peux porter plainte, tu fais ce que tu veux, c'est la vérité. On ira au tribunal, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais si je le retire, c'est ou bien par morale, ou bien parce que j'ai pas le choix. Et comme ce ne sont pas des gens qui ont un souci, qui se soucient de la charia, de la morale, c'est qu'il n'avait pas le choix, donc il a retiré immédiatement son article, suite au courrier de l'avocat. Le libre penseur a fait la même chose, il a récupéré cet article. Alors, il y a des choses intéressantes à dire par rapport à cela. Sans compter des critiques personnelles, je ne parlais pas le français, je ne parlais pas l'arabe. Moi, je pensais que je parlais français, je croyais. D'ailleurs, je parlais français, mais apparemment, c'est pas suffisant. Il faut avoir un niveau intellectuel. C'est quand même... Et puis pour le débat arabe, à l'occasion, s'il veut, on pourra en discuter, moi et lui. S'il veut faire un petit débat avec moi en langue arabe, même si ce n'est pas une langue que je pratique tous les jours, parce que pour des raisons évidentes. Bon, mais sinon, je pensais au moins qu'on me reconnaîtrait quand même le minimum. Parce que je ne suis pas savant. Bon, j'ai jamais prétendu être savant. Mais quand même, j'ai fait quand même un sacré travail, quand même. Je veux dire, est-ce que lui, il est en position de valider qui est savant, qui ne l'est pas? Est-ce que lui-même, il est dans cette position-là? Mais quand même, c'est quand même pas lui, ou ses savants à lui, Soral, entre autres. Déjà, il était très mal parlé pour parler d'islam. Lorsqu'il nous faut des interprétations du Coran comme il nous a fait, c'est très malvenu de pouvoir venir qualifier qui est qui. Mais on a quand même affaire, en ma personne, à quelqu'un qui... Bon, j'ai quand même fait Tarawih, c'est quand même pas rien. J'ai quand même fait la falsification du livre de Tabari, chose que personne n'avait faite avant moi, sans prétention aucune. J'ai quand même apporté un certain nombre d'éléments. Jusqu'à preuve du contraire, en 2 décennies, on n'a pas vu une réfutation au sens strict du terme. On a vu des insultes, on a vu des calomnies, on a vu des articles de journaux qui sont censés répondre aux questions. J'espère que Salim sait qu'il n'a toujours pas répondu aux questions. C'est pas l'article du journal Le Monde qui répond aux questions. On a vu tout ça. Mais une réfutation, comme moi j'ai fait des réfutations sur ces vidéos, sur des ouvrages, sur les vidéos de Hassan Hussein, de Rachid Tariq Ramadan, on n'a encore pas vu. On n'a encore pas vu. Donc il faudrait quand même me reconnaître des choses qu'on ne peut pas de faire abstraction. Enfin, je veux dire, il faut être un peu tenu. Un peu tenu. On peut nier ce que vous avez envie de nier, enfin en tout cas ce que vous pouvez. Mais il y a des choses, bon, en même temps vous n'avez pas une image non plus de personnes qui avaient le souci de sauvegarder votre image, puisqu'elle est inexistante. Donc vous n'êtes plus à une contradiction, à une aberration près. Voilà, donc... Alors moi, ce qui est intéressant par rapport à cela, frères et sœurs, c'est que il nous a repris donc un article du quotidien Le Monde qui date de 2003. Très bien. Alors, on va s'y intéresser, malheureusement. L'article de 2003, c'est une affaire que j'ai narrée dans mon livre comme dans un film. Et cette histoire est très simple. Je vivais avec une société. Cette société avait pour vocation de faire des réparations à domicile ou des chantiers. J'avais des dépanneurs, etc. On avait, à l'époque, je ne sais pas, peut-être 5 clients par jour, au minimum.
Et donc, dans cette société-là, ayant 5 clients par jour, multiplié par 10 jours, ça en fait 50, multiplié par 30 jours, ça fait 150. On avait en moyenne 150 clients par mois, sur plusieurs années. Parmi ces clients, il y avait des clients qui n'étaient pas contents des prestations. Dans cette affaire-là, on en a eu 4 environ, pour un montant de, je sais pas, peut-être 1000 euros, 1500 euros. 4 sur plusieurs années, ce qui représente rien. 4 clients sur plusieurs années. Il faut savoir que dans toutes les sociétés, surtout dans ce domaine-là, il y a toujours des clients qui sont mécontents. Toujours. Pour leur robinet qui continue à fuir, le prix qui était trop cher, enfin bref, il y a toujours. On ne peut pas y échapper. Et dans d'autres domaines, mais particulièrement celui-ci. Normalement, lorsque des clients portent plainte, ça va à la répression des fraudes, de l'inspection du travail, etc. Et donc, il y a une suite commerciale qui est donnée. En général, pour les plaintes, elles sont classées. C'est un courrier, un huissier qui vient, bon... C'est vraiment... c'est même pas dérisoire, c'est rien. Néanmoins, lorsque il s'agit de moi, donc Maître Mati Mamar, islamiste, pro-jihad, etc., comme c'est mentionné dans la fiche S13 qui m'ont collé depuis 1997, eh ben ça change tout. Et moi, j'ai eu affaire à une descente de police à 6h du matin, et avec tout le bordel. Pour des plaintes. On n'a jamais vu ça en France. Ça, c'est un premier point. On est dans le domaine commercial, on se retrouve dans le domaine pénal. Et ils ont parlé, bien sûr, d'escroquerie, etc. C'était en 2003. Alors, on nous a mis en détention. Une semaine après, le juge a relâché tout le monde parce qu'il a vu que c'était une machination, que c'était n'importe quoi. Et le temps passant, il ne s'est rien passé. Parce que l'affaire a été jugée il y a environ 6 mois. Et donc, par rapport à cela, au moment où le dossier devait être mis en état pour être jugé, le procureur de la République a dit aux juges d'instruction, dans cette affaire-là, il n'y a pas d'escroquerie. Donc vous ne pouvez pas renvoyer les gens pour escroquerie. Et donc il était obligé de requalifier. Chose qu'on savait depuis toujours. Et il a requalifié ça en délit commercial. Alors que pendant tout ce temps-là, c'était escroquerie. Escroquerie en quoi? Il n'y avait pas d'escroquerie puisque c'était des plaintes clients. Et des infractions liées au code du travail, comme par exemple, travail dissimulé. Qu'est-ce que le travail dissimulé? Comment moi, on m'a mis... J'ai été condamné, je crois, 2 ou 3 fois pour travail dissimulé. C'est très simple. On vous envoie un courrier, vous ne répondez pas au courrier, c'est un travail dissimulé. On vous demande de présenter des papiers, vous ne les présentez pas, c'est un travail dissimulé. Vous ne déclarez pas une personne à l'URSSAF, etc., c'est un travail dissimulé. Quelqu'un de l'inspection du travail était venu à mon local, il s'était trompé de hall, c'est-à-dire qu'il est parti dans le hall des boîtes aux lettres et le local était à côté, et la boîte aux lettres était indépendante au 16 rue François Mauriac à Colombes, c'est des travail dissimulé. Donc travail dissimulé, c'est normal. Et d'ailleurs, je m'en plains même pas. Je m'en plains vraiment même pas. Bref. Et donc voilà, les choses ont continué. Et donc on a été condamné très récemment à des jours amende. Cette affaire avait fait la une du journal de TF1, avait fait 2 pages du Parisien libéré et du Figaro pour des plaintes, pour 4 plaintes. Et le fin fond de cette histoire, en vérité, c'était quoi? C'était qu'à l'époque, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a fait ce montage-là parce que je dérangeais. Et ils ont voulu me salir ma réputation. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait passer ça dans le journal de TF1. Le journal de TF1, cette affaire, qui leur a donné cette affaire? Et est-ce que le journal de TF1 n'a pas autre chose à faire que de parler des plaintes clients? Et lorsque dans le journal de TF1, ils ont parlé de ça, ils n'ont pas parlé de l'affaire des plaintes clients. Ils ont montré mes livres. Le Figaro, pareil. Ils ont parlé d'islam, etc. Et tous les articles, comme le Parisien, ont parlé d'islam. Donc, c'est quand même très très fort. C'est vraiment très fort. Mais c'est pas la première fois. Il y en a eu plein. J'ai les narres, ces histoires dans mes livres. Parce que je dérangeais, je dérange encore. Comme la dernière affaire qui se déroule actuellement. Bref, mais on ne peut pas parler de ces dossiers-là dans une vidéo. Les gens nous comprennent. Enfin bref, c'est pour ça que j'évite d'en parler. Donc, l'article Le Monde avait rédigé un texte et en relatant cette affaire. Dans l'article du Monde, qui était complètement mensonger, ils ont parlé de stupéfiants.
Moi, j'ai écrit au Monde et je leur ai dit que j'avais l'intention de porter plainte pour diffamation, à part, bien sûr, si j'avais un droit de réponse. Et je leur ai fait une lettre qui est disponible sur le site du Monde, une lettre de Maître Mati Mamar, droit de réponse, que vous pouvez trouver sur le site Le Monde. Et donc, je vais vous lire le contenu. À la suite de notre article intitulé « Des dépanneurs à domicile islamistes mis en examen pour escroquerie », nous avons reçu de Mamar Metmati, responsable de la société Europe Assistance, intervention la mise au point suivante. Donc là, c'est moi qui parle. Et cet article-là a été mis dans le journal Le Monde. Vous pouvez le regarder sur le net, etc. Derrière le frère le mettra, Inch'Allah, en scan. Je tiens à vous dire que je suis, donc là c'est moi qui parle, dans la lettre. Je tiens à vous dire que je ne suis non pas un islamiste mais un musulman, et je ne vous permets en aucun cas de juger de ma pratique religieuse. D'ailleurs, comment pourriez-vous le faire puisque vous êtes journaliste et non imam? De plus, ma société n'est pas soupçonnée d'escroquerie et encore moins d'escroquerie sur des prétendus retraités. En effet, comme toute entreprise de dépannage à domicile, j'ai reçu des plaintes et pas uniquement de personnes âgées. Sauf qu'à la différence de mes collègues, je n'ai pas eu affaire au service de répression des fraudes, mais à ceux de la BRIF, Brigade de recherche et d'intervention financière, DRG, renseignements généraux, et de la SAT, section antiterrorisme, et de la BRB, Brigade de répression du banditisme, et enfin du tout nouveau GIR, groupement intervention régionale. Je vous l'accorde, cela fait beaucoup de monde pour une poignée d'euros. Secondo, vous écrivez, outre la qualité des prestations, la facture était exorbitante. Alors, j'ignore par quel pouvoir vous pouvez critiquer la qualité des services rendus par ma société. Services rendus, au passage, depuis plusieurs années maintenant. Quant à la facturation, qui vous paraît exorbitante, si vous avez pu évaluer les travaux, alors tant mieux. Ils connaissent rien, ils disent que c'est exorbitant. Mais ils n'ont pas vu les travaux, ils ont... Troisièmement, vous affirmez que la Muslim Association, donc la Muslim Association que j'ai ouverte en 1993, est une organisation surveillée depuis des années, notamment pour sa propagande antisémite. Je me demande qui n'est pas surveillé en France, si vous pouvez prouver que cette association était, car elle existe plus depuis 6 années, antisémite, alors en effet, elle l'était. Mais je doute fort que vous soyez en mesure d'apporter la moindre preuve en ce sens, à moins bien sûr de la fabriquer. Et enfin, vous écrivez... Il, en parlant de moi, était condamné à 2 reprises pour une affaire de stupéfiants et de travail dissimulé. Or, je n'ai jamais été condamné pour des stupéfiants, ni même poursuivi. Quant au délit de travail dissimulé, en effet, ce fut le cas, car je rappelle qu'il suffit de ne pas fournir les documents de façon prompte à l'inspection du travail pour écoper d'une condamnation de ce chef, surtout lorsqu'on est surveillé de près depuis plus d'une décennie. Enfin, vous affirmez que j'ai fondé une organisation de défense des prisonniers musulmans par laquelle j'ai fait parvenir de l'aide financière à des islamistes incarcérés dans des dossiers de terrorisme. Je tiens à dire que cette organisation a pour but d'aider, non pas, comme vous le dites, des islamistes, mais des musulmans. Fin de citation. Donc ça, c'est ce que j'avais répondu au journal Le Monde. Donc, qui est paru dans une parution de ce quotidien. Et qui est toujours disponible sur leur site. Vous allez sur leur site, vous allez trouver cet article. En tapant Metmati. Vraisemblablement, Salim Leibi ne l'a pas vu cet article, qui répond et qui date de le 3 octobre 2003. Il ne date pas d'hier. Le 3 octobre 2003, j'avais déjà contesté ces accusations, et paru dans le journal. Ça, il ne l'a pas mis. Ça, les autres ne le mettent pas, parce que ça ne les arrange pas. Parce que ça ne les arrange pas. Donc, voilà la façon de procéder de Salim Leibi. Mais ce qui est étrange, frères et sœurs, c'est qu'il nous cite le journal du Monde comme preuve de ma malhonnêteté. En même temps, ça ne répond toujours pas aux questions, on attend toujours la réponse. Mais il y a un frère qui a eu la présence d'esprit de citer un passage de son livre. Alors je le cite. Son livre « La faillite du monde moderne », chapitre « Puissance des médias ». Alors je cite Salim Leibi. Effectivement, pour que ce système puisse fonctionner, il faut aussi la complicité des médias. Ramassis de cocaïnomanes, de personnages aux vies privées dissolues, aux personnalités imbues d'elles-mêmes, en réalité, on l'observe tous les jours lorsque l'on connaît le métier des professionnels des médias. Sont tout simplement faibles, lâches, pleutres
et misérable. Déjà l'incompétence règne dans ce milieu, sans parler d'une ignorance bien réelle des choses de ce monde. La presse papier est dans un état de ruine qu'elle est rachetée systématiquement par des banksters ou des milliardaires pour enflouer les caisses devenues vides à la suite d'une chute historique des ventes. Le Monde, donc le journal que lui-même cite comme preuve, donc Le Monde, totalisait avant son rachat près de 100 millions d'euros de dettes. En vendant leurs serpillères, ils font faillite. Il faut être conscient que si la presse reçoit des subventions de l'État sous prétexte de modernisation, elle constitue en fait une aide pour mentir encore plus. Maintenant que l'on sait que le monde appartient à des milliardaires, comment voulez-vous que cette presse remette en cause un système qui la nourrit? Prenez Botul-Henri Lévy, le summum de l'arnaque, le carottage intégral élevé au statut d'art. Ce Français est passé maître de la tromperie du mensonge. Le quotidien indigne Le Monde lui offre une tribune dans laquelle il va distiller sa mythomanie. Fin de citation. Donc ce qui est étrange, c'est que nous avons un personnage qui, non pas crache, mais vomit quand même sur la presse française et en particulier sur le quotidien Le Monde. On l'a vu, c'est dans son livre. Mais qui, en parallèle de ça, vous reprend un article du Monde qui parle de moi. Alors, il faut croire que Le Monde est une poubelle, mais une poubelle dont Salim Leibi veut bien y mettre les mains pour dénicher des textes qui l'arrangent. En tout cas, qui lui permettent non pas de s'expliquer, mais au moins de dire, écoutez, ce monsieur, voilà, quoi, c'est pas très honnête. Pas très honnête. Donc en fait, on a affaire à quelqu'un qui passe son temps à vomir sur la presse française, notamment sur les sionistes, la main mise sur les médias, mais qui n'hésite pas à fouiller dans les poubelles de sionistes, Le Monde, c'est lui qui le dit, pour ses affaires, pour essayer de sauver la face. J'espère qu'il ne méprise pas à ce point ses fidèles lecteurs et adhérents, en pensant que cette façon de faire va les duper. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de réponses. On n'a pas besoin de faire le procès en parallèle, par ailleurs dont il n'a pas connaissance, ni autant qu'avocat, ni autant que juge, ni autant que partie civile, ni autant que victime. Il n'a aucune connaissance, mis à part un article du Monde, avec une réputation en règle. Pour lui, c'est censé répondre. C'est censé répondre. Il parle de... Enfin, c'est quand même fort. Donc, voilà où on en est. De quelqu'un qui nous fait des tafsirs Ibn Soral. La Dinukum, il nous l'a fait... il prend même pas... Enfin, la Karafiddin, il l'a massacré le verset. Enfin, je veux dire, j'avais cru comprendre que les leaders, les vrais leaders, les révolutionnaires, dont entre autres les prophètes, à commencer par les prophètes, des savants, ont un point commun, pour ainsi dire. Le point commun qu'ils ont tous, c'est le fait d'être persécutés par le système en place, ce qui est logique, encore une fois. Et un point commun que beaucoup ont, c'est d'être passés par la case prison. Il y a des prophètes qui ont été emprisonnés, d'autres ont été torturés, d'autres tués. Beaucoup de savants, par le pouvoir jadis, qui sont omeyyades, abbassides, français aujourd'hui, enfin bref, tout le temps, le pouvoir en place, le pouvoir central, qu'il soit arabe, musulman, non arabe, tout ce qu'on voudra, ils ont il y a un élément qui figure dans leur dossier à tous ces valeureux hommes sincères, c'est qu'ils passent par la case prison. Il faut croire qu'aujourd'hui, on a des révolutionnaires comme Salim Leibi ou Soral qui n'ont jamais été inquiétés. C'est des révolutionnaires qui... c'est chouette quand même.
C'est chouette. On a des révolutionnaires qui ne sont pas du tout inquiétés. Je pense qu'ils n'ont jamais fait une garde de vue de leur vie. Alors peut-être qu'ils vont faire une performance que jamais personne n'a réalisée, d'être anti-système, etc., etc. Et puis en même temps, pourquoi pas, hein. Je veux dire, comme le disait mon traducteur, il n'y a que l'animal qui évolue pas. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On verra bien. Qui vivra verra. Voilà. Donc c'était en fait ma réaction par rapport à ce qu'il avait fait. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, il n'y a pas de fond. La forme, bon, elle est calée. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. Mais il faut savoir que cet article-là, il y a un truc intéressant aussi. C'est que Tariq Ramadan l'a repris aussi. Mais lui, il a été plus subtil. Comment il a fait, c'est que lui, il l'a fait poster par une tierce personne sur son site. Parce que lui, il ne pouvait pas le faire de lui-même. C'est pas très... Bon, on voit bien que c'est un coup bas, parce que ça répond pas aux questions. N'étant pas une personne très bête, ben, il sait que bon... Et de deux, bon, il avait probablement peur d'une plainte. Et d'ailleurs, ce qui est fort intéressant, c'est que la plainte qui était en cours contre Mehdi, enfin, je ne vais pas le dévoiler maintenant, donc on verra ça, parce que les éléments sont encore en cours d'étude, donc on verra ça dans les jours à venir. Et donc lui, il avait peur d'une plainte, Tariq Ramadan. Donc il l'a fait... Vous savez pourquoi je vous dis qu'il l'a fait poster par quelqu'un sur son site? Parce que sur son site, il n'y a pas une virgule qui est mise, qui apparaît sur son site, sans qu'elle soit contrôlée en large. C'est l'aéroport de Washington, c'est l'aéroport, voilà, c'est les États-Unis. Vous pouvez pas, machin, dans son site, c'est affolant. Comme dirait Salim Lébi, c'est affolant. Et donc, sur son site, figurait, via une tierce personne, ce message. Donc ce message, on l'a laissé passer. Forcément. On l'a laissé passer. En fait, c'est une façon de dire, de façon très vicieuse, sournoise, à leur image, bah écoutez, la personne qui me critique, bon, voilà. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais préciser une chose qui est très importante. Moi, en tant que musulman, et avec tous les efforts que j'ai fournis, j'ai pas pu harmoniser le fait de pouvoir être honnête et respectueux des textes vis-à-vis d'Allah et de son messager, et honnête et respectueux vis-à-vis du code pénal français et de son émir, François Hollande, émir actuel. Comme disait Hassan Hussein, un bon musulman, c'est un bon citoyen. Ben, il faut croire qu'aujourd'hui, on a affaire à une catégorie de personnes qui on attend la recette pour l'appliquer vraiment avec zèle, qu'ils arrivent à harmoniser la piété, l'adoration de Dieu, le respect du Coran et de la Sunna, morale, charia, code pénal, code civil et commercial, et être un bon citoyen. Nous avons deux choses qui sont complètement opposées, complètement, qui disent tout le contraire, entre le Coran, etc., la loi, enfin bref, c'est deux codes complètement opposés. Mais on a des gens qui arrivent à se prétendre être un bon citoyen et un bon musulman. Il faudrait qu'ils nous expliquent comment. Comment ils peuvent servir 2 maîtres, entre guillemets, qui sont à la guerre, mettre 2 fidèles soldats des 2. Il faudrait qu'ils nous expliquent. Moi, j'ai, autant que musulman, et bien évidemment que j'ai du mal avec le système français, avec les lois françaises. Ça se traduit par quoi concrètement? Ça se traduit que je ne vais pas courir, poster ma déclaration d'impôt, etc., etc. Sans aller dans les extrêmes. Parce qu'il faut pas non plus se jeter dans la gueule du loup. Il
faut pas non plus voilà, se faire du mal. Mais j'ai quand même du mal. Néanmoins, il y a une chose que... Moi, je détermine mon légal et illégal, halal ou haram, non pas selon le kuffar, comme eux ils le font, mais selon din. Mais quand Salim Laybi reprend, ou comme Mehdi l'a fait pour l'histoire des stupéfiants, c'est une chose qui a été inventée. Et c'est pour ça que j'ai décidé de porter plainte. Parce que cette chose-là, elle est contraire dans la loi française, mais elle est contraire dans l'islam. Et donc je ne peux pas la faire, parce qu'elle est contraire dans l'islam. A contrario, ces gens-là, qui travaillent, qui esquintent leur santé pour la République, qui par ailleurs va tuer leurs frères en Mali, qui s'esquintent la santé, qui cotisent, qui payent leurs impôts, ça leur cause pas de problème, c'est des gens honnêtes. Ils sont honnêtes. On appelle ça des gens honnêtes. Mais selon la définition, l'honnêteté, selon la définition de quoi? Parce que Allah a défini le bien selon sa conception à lui. Ils nous disent qui est le bien et le mal. Les kuffars nous disent leur conception. Quelle est la bonne conception? On se pose. Celle qui est définie par Allah, qui rend licite et illicite, ou celle qui est définie par le kuffar, qui rend licite et illicite. Quand les kuffars disent que l'alcool c'est pas mauvais et que Allah l'interdit, on écoute qui? Quand Allah interdit les jeux de hasard et les kuffars non, quand, etc., etc., etc. On écoute qui? Ben eux, ils écoutent les kuffars, parce qu'ils ont casier vierge, donc ils sont comme ça, mais vraiment... En fait, ils ont le casier aussi vierge que les hommes politiques. Mais c'est des pieux musulmans, en même temps. C'est une performance. C'est une performance. Alors, je me demande, quelle est la performance la plus révélatrice? Celle-ci, ou de respirer sous l'eau? Parce que c'est tellement fort ce qu'ils font, que de venir critiquer un musulman... Les gens fabuleux que j'ai pu rencontrer sont les musulmans en prison. Voilà. C'est tellement fort ce qu'ils disent, c'est tellement hypocrite ce qu'ils disent, et complètement impossible, que je pense que j'aurais plus de facilité à croire que certains ont pu respirer sous l'eau à 1000 mètres, 2000, 10 000, que ce qu'ils disent. Mais, encore une fois, on sait à qui on a affaire. Encore une fois. Lorsqu'on entend Tariq Ramadan dire nos sociétés, nos démocraties, lorsque Hassan Hussein dit notre pays, nos hommes politiques, qui parlent au possessif, voilà. Bon, voilà, donc c'était voilà ce à quoi je voulais réagir, hein, avec le libre penseur, malheureusement, qui nous a déçus, qui a dû perdre pas mal de gens qui croyaient un tant soit peu à son combat contre la franc-maçonnerie et contre les médias, contre les sionistes. Voilà, bon, on fera avec. On fera avec. Donc voilà. Donc sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je suis tout à fait disponible à faire un débat. Enfin, faire un débat. Bon, bref, merci beaucoup. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا
قافلتي يا قافلتي المهنية قوية جبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح